Présentation du chapitre. Nous avons vu la façon dont les services et applications réseau sur un périphérique final peuvent communiquer avec des services et applications exécutés sur un autre périphérique final. Nous allons maintenant examiner la manière dont ces données sont transférées sur le réseau de manière efficace, comme illustré sur la figure, du périphérique final d'origine, ou hôte, vers l'hôte de destination. Les protocoles de la couche réseau du modèle OSI spécifient l'adressage et les processus qui permettent aux données de la couche transport d'être empaquetées et transportées. L'encapsulation de la couche réseau permet de transmettre son contenu à la destination, au sein d'un réseau ou sur un autre, avec une surcharge minimale. Ce chapitre souligne le rôle de la couche réseau, en examinant la manière dont elle divise des réseaux en groupes d'hôtes pour gérer le flux des paquets de données au sein d'un réseau. Nous verrons également comment la communication entre réseaux est facilitée. Cette communication entre réseaux est appelée routage. Objectif pédagogique. À l'issue de ce chapitre, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes. Déterminer le rôle de la couche réseau dans la description de la communication entre deux périphériques finaux. Examiner le protocole de couche réseau le plus courant, IP, Internet Protocol, et ses caractéristiques pour fournir un service d'acheminement au mieux, sans connexion. Comprendre les principes utilisés pour guider la division, ou le groupement, des périphériques en réseau. Comprendre l'adressage hiérarchique des périphériques, et comment il permet la communication entre réseaux. Comprendre les notions de base relatives aux routes, aux adresses de tronçons suivants, et au transfert de paquets vers un réseau de destination. Couche réseau, communication entre deux hôtes. La couche réseau, ou couche 3 OSI, fournit des services pour l'échange des éléments de données individuels sur le réseau entre des périphériques finaux identifiés. Pour effectuer ce transport de bout en bout, la couche 3 utilise 4 processus de base. L'adressage, l'encapsulation, le routage, la désencapsulation. Adressage. Tout d'abord, la couche réseau fournit un mécanisme pour l'adressage de ses périphériques finaux. Si des éléments de données individuels doivent être acheminés vers un périphérique final, ce dernier doit posséder une adresse unique. Dans un réseau IPv4, lorsque cette adresse est ajoutée à un périphérique, celui-ci est alors désigné comme hôte. Encapsulation. Ensuite, la couche réseau doit fournir une encapsulation. Non seulement les périphériques doivent être identifiés par une adresse, mais les éléments individuels, unités de données de protocole de couche réseau, doivent également contenir ces adresses. Durant le processus d'encapsulation, la couche 3 reçoit l'unité de données de protocole de la couche 4, et ajoute un en-tête de couche 3, ou étiquette, pour créer l'unité de données de protocole de couche 3. Dans un contexte de couche réseau, cette unité de données de protocole est appelée paquet. Lors de la création d'un paquet, l'en-tête doit contenir, entre autres, l'adresse de l'hôte auquel il est envoyé. Cette adresse est appelée adresse de destination. L'en-tête de la couche 3 comporte également l'adresse de l'hôte émetteur. Cette adresse est appelée adresse source. Une fois que la couche réseau a terminé son processus d'encapsulation, le paquet est envoyé à la couche liaison de données en vue de préparer son transport sur le support. Au routage. La couche réseau doit ensuite fournir des services pour diriger ces paquets vers leur hôte de destination. Les hôtes sources et de destination ne sont pas toujours connectés au même réseau. En fait, le paquet peut avoir de nombreux réseaux à traverser. En route, chaque paquet doit être guidé sur le réseau afin d'atteindre sa destination finale. Les périphériques intermédiaires connectant les réseaux sont appelés routeurs. Leur rôle consiste à sélectionner les chemins afin de diriger les paquets vers leur destination. Ce processus porte le nom de routage. Durant le routage sur un réseau, le paquet peut traverser de nombreux périphériques intermédiaires. Chaque route empruntée par un paquet pour atteindre le périphérique suivant est appelée saut. Lors du transfert du paquet, son contenu, l'unité de données de protocole de couche transport, demeure intacte jusqu'à atteindre l'hôte de destination. Désencapsulation. Pour finir, le paquet parvient à l'hôte de destination et est traité au niveau de la couche 3. L'hôte examine l'adresse de destination afin de vérifier que le paquet a bien été adressé à ce périphérique. Si l'adresse est correcte, le paquet est décapsulé par la couche réseau et l'unité de données de protocole de la couche 4 contenue dans le paquet est transmise au service approprié de la couche transport.
Contrairement à la couche transport, couche 4 OSI, qui gère le transport des données entre les processus, s'exécutant sur chaque hôte final, les protocoles de couche réseau spécifient la structure et le traitement des paquets à utiliser pour transporter les données d'un hôte à un autre. Un fonctionnement indépendant des données d'application transportées dans chaque paquet permet à la couche réseau d'acheminer des paquets pour plusieurs types de communication entre plusieurs hôtes. Protocole de couche réseau. Les protocoles mis en œuvre dans la couche réseau qui transportent des données utilisateurs comprennent le protocole IP version 4, IPv4, le protocole IP version 6, IPv6, Novel Internet Network Packet Exchange, IPX, AppleTalk, Connectionless Network Service, CLNS, DECNE, le protocole IP, IPv4 et IPv6, étant le protocole de transport de données de couche 3 le plus utilisé, c'est sur lui que sera axé ce cours. Les autres protocoles ne seront abordés que de façon succincte. Rôle du protocole IPv4. Comme l'illustre la figure, les services de couche réseau mis en œuvre par la suite de protocoles TCP/IP constituent le protocole IP, Internet Protocol. La version 4 du protocole IP, IPv4, est actuellement la version la plus répandue. Il s'agit du seul protocole de couche 3 utilisé pour transporter des données utilisateurs sur Internet, et il est au centre du programme CCNA. Il sera par conséquent utilisé comme exemple de protocole de couche réseau dans ce cours. Le protocole IPv6 est développé et implémenté dans certains domaines. IPv6 fonctionnera parallèlement à IPv4, avant de le supplanter éventuellement dans le futur. Les services fournis par IP, ainsi que la structure et le contenu de l'entête de paquets, sont spécifiés par le protocole IPv4 ou IPv6. Ces services et la structure de paquets sont utilisés pour encapsuler des datagrammes UDP ou des segments TCP pour leur transport dans un réseau. Les caractéristiques de chaque protocole sont différentes. Leur compréhension vous permettra de saisir le fonctionnement des services décrits par ce protocole. Le protocole IP a été conçu pour ne pas surcharger les réseaux. Il fournit uniquement les fonctions requises pour transférer un paquet d'une source à une destination en passant par un système interconnecté de réseau. Ce protocole n'est pas destiné au suivi et à la gestion du flux de paquets. Ces fonctions sont effectuées par d'autres protocoles d'autres couches. Caractéristiques de base du protocole IPv4. Sans connexion, aucune connexion n'est établie avant l'envoi de paquets de données. Au mieux, peu fiable, aucune surcharge n'est utilisée pour garantir la transmission des paquets. Indépendant du support, fonctionne indépendamment du support transportant les données. Protocole IPv4, sans connexion. L'envoi d'une lettre sans en avertir le destinataire à l'avance constitue un exemple de communication sans connexion. Comme l'illustre la figure, le service postal prend néanmoins la lettre et la délivre au destinataire. Les communications de données sans connexion fonctionnent sur le même principe. Les paquets IP sont envoyés sans que l'hôte final ne soit informé de leur arrivée. Les protocoles orientés connexion, tels que le protocole TCP, requièrent l'échange de données de contrôle, afin d'établir la connexion, ainsi que des champs supplémentaires dans l'entête PDU. Le protocole IP étant sans connexion, il ne nécessite aucun échange initial d'informations de contrôle pour établir une connexion de bout en bout avant le transfert des paquets, ni de champs supplémentaires dans l'entête d'unités de données de protocole pour maintenir cette connexion. Ce processus réduit sensiblement la surcharge du protocole IP. La livraison de paquets sans connexion peut cependant provoquer l'arrivée dans le désordre des paquets à leur destination. Si des paquets dans le désordre ou manquant génèrent des problèmes pour l'application utilisant les données, des services de couche supérieure devront résoudre ces incidents. Protocole IPv4, au mieux, service au mieux égale à peu fiable. Le protocole IP ne charge pas le service IP d'assurer la fiabilité. Comparé à un protocole fiable, l'entête IP est plus petit. Le transport de ces entêtes plus petites exige donc moins de surcharge. Et qui dit moins de surcharge dit moins de retard, ce qui est souhaitable pour un protocole de couche 3. En effet, le rôle de la couche 3 consiste à transporter les paquets entre les hôtes tout en imposant le moins de charge possible au réseau. La couche 3 n'est pas concernée par le type de communication contenu à l'intérieur d'un paquet, ou même l'ignore. Cette responsabilité est le rôle des couches supérieures, selon les besoins. Les couches supérieures peuvent décider si la communication entre les services doit être fiable et si elle peut tolérer la surcharge qu'implique cette fiabilité. Le protocole IP est souvent qualifié de protocole non fiable. Dans ce contexte,
cela ne signifie pas qu'il fonctionne parfois bien, parfois moins bien. Cela ne veut pas dire non plus qu'il ne convient pas, comme protocole de communication de données. Le terme non fiable signifie simplement que le protocole IP n'a pas la capacité de gérer, ni de récupérer, les paquets endommagés ou non remis. Des protocoles sur d'autres couches étant en mesure de gérer la fiabilité, le protocole IP peut opérer de manière très efficace au niveau de la couche réseau. Si la surcharge liée à la fiabilité était incluse dans notre protocole de couche 3, les communications n'exigeant pas de connexion ou de fiabilité seraient pénalisées par la consommation de bandes passantes et le retard associé à cette surcharge. Dans la suite TCP/IP, la couche transport peut choisir TCP ou UDP selon les besoins de la communication. Comme avec toute isolation de couche fournie par des modèles de réseau, laisser la décision de la fiabilité à la couche transport permet au protocole IP d'être plus adaptable et plus pratique pour différents types de communication. L'entête d'un paquet IP ne comprend pas de champ requis pour la transmission fiable de données. La livraison des paquets ne fait l'objet d'aucun accusé de réception. Il n'y a aucun contrôle d'erreur de données. En l'absence également de toute forme de suivi des paquets, il n'existe aucune possibilité de retransmission. Protocole IPv4, indépendant du support. La couche réseau n'est pas non plus pénalisée par les caractéristiques du support transportant les paquets. IPv4 et IPv6 fonctionnent indépendamment des supports acheminant les données dans les couches inférieures de la pile de protocole. Comme l'illustre la figure, tout paquet IP peut être communiqué électriquement par voie filaire, en tant que signaux optiques sur de la fibre ou sans fil, sous la forme de signaux radio. Il incombe à la couche de liaison de données OSI de prendre un paquet IP et de le préparer en vue de sa transmission sur le support de communication. Cela signifie que le transport des paquets IP ne se limite pas à un support particulier. La couche réseau prend toutefois en compte une caractéristique majeure du support, la taille maximale d'unités de données de protocole que chaque support peut transporter. Cette caractéristique est désignée comme unité de transmission maximale, MTU. Une partie de la communication de contrôle entre la couche liaison de données et la couche réseau est l'établissement d'une taille maximale pour le paquet. La couche liaison de données transmet la MTU de manière ascendante à la couche réseau. Cette dernière détermine alors la taille de création des paquets. Dans certains cas, un périphérique intermédiaire, généralement un routeur, devra scinder un paquet lors de sa transmission d'un support à un autre avec une MTU inférieure. Ce processus porte le nom de fragmentation du paquet ou simplement fragmentation. Paquet IPv4, empaquetage de l'unité de données de protocole de la couche transport, le protocole IPv4 encapsule, ou empaquette, le datagramme ou segment de la couche transport, pour que le réseau puisse le délivrer à l'hôte de destination. Cliquez sur les étapes de la figure pour voir ce processus. L'encapsulation IPv4 reste en place du moment où le paquet quitte la couche réseau de l'hôte émetteur jusqu'à son arrivée dans la couche réseau de l'hôte de destination. Ce processus d'encapsulation des données par couche permet aux services des différentes couches de se développer et de s'étendre sans affecter d'autres couches. Ceci signifie que des segments de couches transport peuvent être facilement encapsulés par des protocoles de couches réseau existants, comme IPv4 et IPv6, ou par tout nouveau protocole pouvant être mis au point dans le futur. Les routeurs peuvent mettre en œuvre ces différents protocoles de couches réseau pour fonctionner simultanément sur un réseau ouvert et depuis les mêmes hôtes ou des hôtes différents. Le routage effectué par ces périphériques intermédiaires tient compte uniquement du contenu de l'entête de paquet qui encapsule le segment. Dans tous les cas, la partie donnée du paquet, à savoir l'unité de données de protocole de couche transport encapsulée, reste inchangée durant les processus de couche réseau. Entête de paquet IPv4. Comme l'illustre la figure, un protocole IPv4 définit de nombreux champs différents dans l'entête de paquet. Ces champs contiennent des valeurs binaires référencées par les services IPv4 à mesure qu'ils transfèrent des paquets sur le réseau. Ce cours traite des 6 champs clés suivants. Adresse IP source. Adresse IP de destination. Time to live, TTL. Type hors service, TO. Protocole. Décalage du fragment. Principaux champs d'entête IPv4, déplacez le pointeur de la souris sur chaque champ sur le graphique pour en afficher le rôle. Adresse IP de destination. Le champ adresse IP de destination contient une valeur binaire 32 bits, qui représente l'adresse hôte de couche réseau de destination du paquet. Adresse IP source. Le champ adresse IP source contient une valeur binaire 32 bits, qui représente l'adresse hôte de couche réseau source du paquet.
Time to live, durée de vie. Le champ de durée de vie, TTL, est une valeur binaire 8 bits indiquant la durée de vie restante du paquet. La valeur TTL est décrémentée d'un au moins chaque fois que le paquet est traité par un routeur, c'est-à-dire à chaque saut. Lorsque la valeur devient nulle, le routeur supprime ou abandonne le paquet, et il est retiré du flux de données du réseau. Ce mécanisme évite que les paquets, ne pouvant atteindre leur destination, ne soient transférés indéfiniment d'un routeur à l'autre dans une boucle de routage. Si les boucles de routage étaient autorisées à continuer, le réseau serait encombré de paquets de données, n'atteignant jamais leur destination. Décrémenter la valeur TTL à chaque saut garantit qu'elle finira par devenir nulle, et que le paquet avec le champ TTL expiré sera supprimé. Autre champ d'entête IPv 4, déplacer le pointeur de la souris sur chaque champ sur le graphique pour en afficher le rôle. Version contient le numéro de version IP 4. Longueur de l'entête IP, il spécifie la taille de l'entête de paquet. Longueur du paquet, ce champ donne la taille du paquet entier, entête et données compris, en octets. Identification, ce champ sert principalement à identifier de manière unique les fragments d'un paquet IP d'origine. Somme de contrôle d'entête, le champ de somme de contrôle est utilisé pour vérifier l'absence d'erreur dans l'entête de paquet. Option, des champs supplémentaires sont prévus dans l'entête IPv 4, afin de fournir d'autres services, mais ils sont rarement utilisés. Paquet IP par défaut. La figure représente un paquet IP entier avec des valeurs de champ d'entête par défaut. Var égale à 4, version IP. Il égale à 5, taille de l'entête en mode 32 bits, 4 octets. Cette entête fois 5 fois 4 égale 20 octets, la taille minimale valide. Longueur totale égale à 472, la taille du paquet, entête et données, est de 472 octets. Identification égale à 111, identificateur de paquet d'origine, obligatoire en cas de fragmentation ultérieure. Indicateur égal à 0, indique que le paquet peut être fragmenté en cas de nécessité. Décalage de fragment égal à 0, indique que ce paquet n'est actuellement pas fragmenté, il n'y a aucun décalage. Durée de vie égale à 123, indique la durée de traitement de couche 3, en secondes, qui doit s'écouler avant que le paquet ne soit supprimé, valeur décrémentée d'au moins une unité chaque fois qu'un périphérique traite l'entête de paquet. Protocole égal à 6, indique que les données transportées par ce paquet constituent un segment TCP. Réseau, séparation des hôtes en groupes communs. L'un des principaux rôles de la couche réseau consiste à fournir un mécanisme d'adressage des hôtes. À mesure que le nombre d'hôtes augmente, la gestion et l'adressage du réseau exigent davantage de planification. Division de réseau. Au lieu d'avoir tous les hôtes partout connectés à un seul vaste réseau global, il s'avère plus pratique et gérable de les grouper en réseaux spécifiques. Historiquement, les réseaux IP constituent à l'origine un grand réseau. À mesure que ce réseau unique s'est étendu, les soucis liés à sa croissance ont également augmenté. Pour réduire ces problèmes, le grand réseau a été séparé en réseaux plus petits, interconnectés. Ces réseaux plus petits sont souvent appelés sous-réseaux. Réseau et sous-réseau sont des termes souvent utilisés de manière interchangeable pour désigner tout système de réseau rendu possible par les protocoles de communication communs partagés du modèle TCP/IP. De même, à mesure que nos réseaux s'étendent, ils peuvent devenir trop grands pour être gérés comme un seul réseau. Il convient alors de diviser le réseau. La planification de la division du réseau implique de regrouper dans le même réseau les hôtes ayant des facteurs communs. Comme l'illustre la figure, les réseaux peuvent être groupés en fonction de facteurs incluant l'emplacement géographique, l'objet, la propriété. Regroupement géographique des hôtes. Les hôtes du réseau peuvent être groupés géographiquement. Le regroupement des hôtes d'un même emplacement, comme chaque bâtiment d'un campus, ou chaque étage d'un immeuble, dans des réseaux distincts peut améliorer la gestion et le fonctionnement du réseau. Groupement d'hôtes pour des objectifs spécifiques. Les utilisateurs ayant des tâches similaires, emploient en principe des logiciels et des outils communs, avec des caractéristiques de trafic identiques. Il est souvent possible de réduire le trafic requis par l'utilisation de logiciels et d'outils spécifiques en plaçant les ressources destinées à leur prise en charge sur le réseau avec les utilisateurs. Le volume de trafic de données réseau généré par différentes applications peut varier de manière significative. La division de réseau en fonction de l'utilisation facilite l'allocation efficace de ressources réseau ainsi que l'accès autorisé à ces ressources. Les professionnels des réseaux doivent équilibrer le nombre d'hôtes d'un réseau avec le volume de trafic généré par les utilisateurs.
Par exemple, prenons une société qui emploie des graphistes utilisant le réseau pour partager des fichiers multimédia très volumineux. Ces fichiers occupent l'essentiel de la bande passante disponible pratiquement toute la journée. La société emploie également des vendeurs, qui se connectent une fois par jour pour enregistrer leurs transactions, ce qui génère un trafic réseau minimal. Dans cette situation, une utilisation optimale des ressources réseau consisterait à créer plusieurs petits réseaux, auxquels quelques graphistes auraient accès, et un réseau plus grand à l'usage de tous les vendeurs. Groupement par propriété. La création de réseaux en fonction de l'organisation, entreprise, service, permet de mieux contrôler l'accès aux périphériques et données, et facilite l'administration des réseaux. Dans un grand réseau, il est bien plus difficile pour le personnel réseau de définir et de limiter les responsabilités. La division des hôtes en réseaux distincts fournit une frontière pour la mise en place de la sécurité et la gestion de chaque réseau. Pourquoi séparer les hôtes en réseaux ? Comme mentionné précédemment, à mesure que les réseaux s'étendent, ils présentent des problèmes qui peuvent être au moins partiellement allégés en divisant le réseau en réseaux plus petits, interconnectés. Les problèmes courants rencontrés par les grands réseaux sont les suivants. La dégradation des performances. Les problèmes de sécurité. La gestion des adresses. L'amélioration des performances. Un grand nombre d'hôtes connectés au même réseau peut produire des volumes de trafic de données, qui peuvent utiliser au maximum, voire épuiser les ressources réseau telles que la bande passante et les capacités de routage. La division des grands réseaux de façon à regrouper les hôtes devant communiquer réduit le trafic entre les réseaux. En plus des communications de données proprement dites entre les hôtes, le trafic lié à la gestion et au contrôle du réseau, surcharge, augmente également avec le nombre d'hôtes. Les diffusions réseau peuvent contribuer de manière importante à cette surcharge. Une diffusion est un message envoyé à partir d'un hôte à tous les autres hôtes du réseau. En général, un hôte lance une diffusion lorsque des informations concernant un autre hôte inconnu sont requises. Les diffusions constituent un outil nécessaire et utile employé par les protocoles pour permettre la communication de données sur les réseaux. Cependant, des hôtes nombreux génèrent aussi un nombre important de diffusions qui occupent la bande passante du réseau. De plus, tous les autres hôtes devant traiter le paquet de diffusion reçu, les autres fonctions productives de l'hôte, sont également interrompues ou altérées. Les diffusions sont contenues dans un réseau. Dans ce contexte, un réseau est également appelé domaine de diffusion. La gestion de la taille des domaines de diffusion en divisant un réseau en sous-réseaux évite une dégradation inacceptable des performances du réseau et des hôtes. Sécurité. Le réseau IP à l'origine d'Internet comptait un petit nombre d'utilisateurs de confiance d'agences gouvernementales américaines et des organismes de recherche qu'elles sponsorisaient. Dans cette petite communauté, la sécurité n'était pas un problème important. La situation a changé à mesure que des individus, des entreprises et des organisations ont mis au point leur propre réseau IP connecté à Internet. Les périphériques, services, communications et données appartiennent à ces propriétaires de réseau. Les périphériques réseaux d'autres sociétés et organisations n'ont pas besoin de se connecter à leur réseau. La division de réseau en fonction de la propriété signifie que l'accès à partir des ressources extérieures à chaque réseau peut être interdit, autorisé ou surveillé. L'accès au réseau au sein d'une société ou organisation peut être sécurisé de manière similaire. Par exemple, le réseau d'une université peut être divisé en sous-réseaux administratifs, de recherche et d'étudiants. La division d'un réseau en fonction de l'accès utilisateur constitue un moyen de sécuriser les communications et donner contre tout accès non autorisé par des utilisateurs situés à la fois dans l'organisation et en dehors. La sécurité entre les réseaux est implémentée dans un périphérique intermédiaire, au routeur ou dispositif de pare-feu, au niveau du périmètre du réseau. La fonction de pare-feu remplie par ce périphérique permet uniquement aux données connues et de confiance d'accéder au réseau. Gestion des adresses. Internet se compose de millions d'hôtes, identifiés individuellement par une adresse de couche réseau unique. S'attendre à ce que chaque hôte connaisse l'adresse de tout autre imposerait une charge de traitement sur ces périphériques réseaux entraînant une grave dégradation de leur performance. La division des grands réseaux de façon à regrouper les hôtes devant communiquer réduit cette surcharge inutile. Pour toutes les autres destinations, les hôtes ont uniquement besoin de connaître l'adresse d'un périphérique intermédiaire, auquel ils envoient des paquets pour toutes les autres adresses de destination. Ce périphérique intermédiaire est appelé passerelle. La passerelle est un routeur sur un réseau servant de sortie de ce réseau. Adressage hiérarchique.
Un adressage hiérarchique est nécessaire pour pouvoir diviser des réseaux. Une adresse hiérarchique identifie chaque hôte de manière unique. Elle comporte également des niveaux facilitant le transfert des paquets entre des réseaux, ce qui permet la division d'un réseau en fonction de ces niveaux. Pour prendre en charge les communications de données entre réseaux via des réseaux, les systèmes d'adressage de couches réseau sont hiérarchiques. Comme l'illustre la figure, les adresses postales sont des exemples types d'adresses hiérarchiques. Supposons l'envoi d'une lettre du Japon à un employé travaillant chez Cisco Systems, Incorporated. La lettre serait adressée ainsi: nom de l'employé, Cisco Systems, Incorporated. 170 West Tasman Drive, San Jose, 195 134, États-Unis. Quand une lettre est postée dans le pays d'origine, l'autorité postale examine uniquement le pays de destination et note que la lettre est destinée aux États-Unis. Aucun autre détail de l'adresse n'a besoin d'être traité à ce stade. À l'arrivée aux États-Unis, le bureau de poste regarde ensuite l'état de destination. La ville, la rue et le nom de la société ne sont pas examinés si la lettre doit encore être acheminée dans l'état approprié. Une fois en Californie, la lettre est dirigée vers San Jose. Le facteur local apporte alors la lettre à West Tasman Drive, puis après consultation de l'adresse, la délivre au numéro 170. Lorsque la lettre arrive effectivement dans les locaux de Cisco, le nom de l'employé est utilisé pour l'acheminer vers sa destination ultime. Se référer uniquement au niveau d'adresse approprié, pays, état, ville, rue, numéro et employé, à chaque stade pour diriger la lettre vers le tronçon suivant rend ce processus très efficace. Il n'est pas nécessaire à chaque stade d'acheminement de connaître l'emplacement exact de la destination, la lettre a été orientée dans la direction générale jusqu'à ce que le nom de l'employé soit enfin utilisé au lieu de destination. Les adresses de couche réseau hiérarchique fonctionnent de manière très similaire. Les adresses de couche 3 fournissent la partie réseau de l'adresse. Les routeurs acheminent les paquets entre les réseaux en se référant uniquement à la partie de l'adresse de couche réseau requise pour diriger le paquet vers le réseau de destination. Au moment où le paquet arrive sur le réseau de l'hôte de destination, l'ensemble de l'adresse de destination de l'hôte aura été utilisé pour acheminer le paquet. Si un grand réseau doit être divisé en réseaux plus petits, des couches supplémentaires d'adressage peuvent être créées. L'utilisation d'un système d'adressage hiérarchique signifie que les niveaux supérieurs de l'adresse, correspondant au pays dans l'adresse postale, peuvent être conservés, avec le niveau intermédiaire indiquant les adresses réseau, état ou ville, et le niveau inférieur les hôtes individuels. Division des réseaux, réseau à partir de réseau. Si un grand réseau doit être divisé, des couches supplémentaires d'adressage peuvent être créées. L'utilisation d'un adressage hiérarchique signifie que les niveaux supérieurs de l'adresse sont conservés, avec un niveau sous-réseau, puis le niveau hôte. L'adresse IPv4, 32 bits logique, est hiérarchique et constituée de deux parties. La première partie identifie le réseau, et la seconde un hôte de ce réseau. Les deux parties sont requises pour que l'adresse IP soit complète. Pour plus de commodité, les adresses IPv4 sont divisées en 4 groupes de 8 bits, octets. Chaque octet est converti en valeurs décimales, et l'adresse complète écrite sous la forme des 4 valeurs décimales séparées par un point. Par exemple, 192, 168, 18, 57. Dans cet exemple, comme l'illustre la figure, les 3 premiers octets, 192 168 18, peuvent identifier la partie réseau de l'adresse et le dernier octet, 57, identifie l'hôte. Il s'agit d'un adressage hiérarchique, car la partie réseau indique le réseau sur lequel se trouve chaque adresse d'hôte unique. Les routeurs ont seulement besoin de savoir comment atteindre chaque réseau, sans connaître l'emplacement de chaque hôte individuel. Avec l'adressage hiérarchique IPv4, la partie réseau de l'adresse de tous les hôtes d'un réseau est la même. Pour diviser un réseau, la partie réseau de l'adresse est étendue pour utiliser des bits de la partie hôte. Ces bits d'hôte empruntés sont alors utilisés comme bits de réseau pour représenter les différents sous-réseaux compris dans le réseau d'origine. Une adresse IPv4 comptant 32 bits. Lorsque des bits d'hôte sont utilisés pour diviser un réseau, plus le nombre de sous-réseaux créés est important, moins il y a d'hôtes pour chaque sous-réseau. Cependant, quel que soit le nombre de sous-réseaux créés, l'ensemble des 32 bits est requis pour identifier un hôte individuel. Le nombre de bits d'une adresse utilisée comme partie réseau est appelé longueur de préfixe. Par exemple, si un réseau utilise 24 bits pour exprimer la partie réseau d'une adresse, on parle de préfixe 24. Dans les périphériques d'un réseau IPv4, un numéro de 32 bits distinct appelé masque de sous-réseau indique le préfixe. Remarque, le chapitre 6 de ce cours traite en détail de l'adressage réseau IPv4 et des sous-réseaux.
L'extension de la longueur de préfixe ou du masque de sous-réseau permet la création de ces sous-réseaux. Les administrateurs réseau ont ainsi la possibilité de diviser les réseaux en fonction des besoins, emplacement, gestion des performances du réseau et sécurité, tout en garantissant que chaque hôte possède une adresse unique. Cependant, à des fins d'explication, ce chapitre utilise les 24 premiers bits d'une adresse IPv4 comme partie réseau. Paramètres des périphériques, prise en charge de la communication en dehors du réseau. Au sein d'un réseau ou d'un sous-réseau, les hôtes communiquent entre eux sans nécessité de périphérique intermédiaire de couche réseau. Quand un hôte doit communiquer avec un autre réseau, un périphérique intermédiaire, ou routeur, sert de passerelle avec l'autre réseau. Dans le cadre de sa configuration, un hôte reçoit une adresse de passerelle par défaut. Comme l'illustre la figure, cette adresse de passerelle est l'adresse d'une interface de routeur connectée au même réseau que l'hôte. Gardez présent à l'esprit qu'il est impossible pour un hôte de connaître l'adresse de chaque périphérique sur Internet avec lequel il peut devoir communiquer. Pour communiquer avec un périphérique sur un autre réseau, un hôte utilise l'adresse de cette passerelle, ou passerelle par défaut, pour acheminer un paquet en dehors du réseau local. Le routeur a également besoin d'une route définissant où transférer ensuite le paquet. On parle d'adresse du tronçon suivant. Si une route est disponible pour le routeur, ce dernier transfère le paquet vers le routeur de tronçon suivant, qui offre un chemin vers le réseau de destination. Paquet IP, transport de données de bout en bout. Comme vous le savez, le rôle de la couche réseau est de transférer des données de leur hôte d'origine vers l'hôte qui les utilise. Durant l'encapsulation sur l'hôte source, un paquet IP est construit dans la couche 3 pour transporter l'unité de données de protocole de couche 4. Si l'hôte de destination se trouve sur le même réseau que l'hôte source, le paquet est acheminé entre les deux hôtes sur le support local sans nécessité de routeur. Cependant, si l'hôte de destination et l'hôte source ne se trouvent pas sur le même réseau, le paquet peut transporter une unité de données de protocole de couche transport entre de nombreux réseaux et via de nombreux routeurs. Ce faisant, les informations contenues ne sont pas modifiées par les routeurs lors des décisions de transfert. À chaque saut, les décisions de transfert sont basées sur les informations de l'entête de paquet IP. Le paquet avec son encapsulation de couche réseau est aussi fondamentalement intact tout au long du processus complet, de l'hôte source à l'hôte de destination. Si une communication a lieu entre des hôtes de réseau différents, le réseau local achemine le paquet de la source vers son routeur de passerelle. Le routeur examine la partie réseau de l'adresse de destination du paquet et achemine le paquet à l'interface appropriée. Si le réseau de destination est connecté directement à ce routeur, le paquet est transféré directement vers cet hôte. Si le réseau de destination n'est pas connecté directement, le paquet est acheminé vers un second routeur, qui constitue le routeur de tronçon suivant. Le transfert du paquet devient alors la responsabilité de ce second routeur. De nombreux routeurs rousseaux tout au long du chemin peuvent traiter le paquet avant qu'il n'atteigne sa destination. Passerelle, sortie du réseau. La passerelle, également appelée passerelle par défaut, est requise pour envoyer un paquet en dehors du réseau local. Si la partie réseau de l'adresse de destination du paquet ne correspond pas au réseau de l'hôte émetteur, le paquet doit être acheminé en dehors du réseau d'origine. Pour ce faire, le paquet est envoyé à la passerelle. Cette passerelle est une interface de routeur connectée au réseau local. L'interface de passerelle a une adresse de couche réseau correspondant à l'adresse réseau des hôtes. Les hôtes sont configurés pour reconnaître cette adresse comme étant la passerelle. Passerelle par défaut. La passerelle par défaut est configurée sur un hôte. Sur un ordinateur Windows, les outils propriétés du protocole Internet TCP/IP permettent d'entrer l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut. L'adresse IPv4 de l'hôte et l'adresse de passerelle doivent avoir la même partie réseau et sous-réseau, le cas échéant, de leur adresse respective. Confirmation de la passerelle et de la route.
Comme l'illustre la figure, l'adresse IP de la passerelle par défaut d'un hôte peut être affichée en exécutant les commandes ipconfig ou route1 sur la ligne de commande d'un ordinateur Windows. La commande route est également utilisée sur un autre Linux Unix. Aucun paquet ne peut être acheminé sans route. Que le paquet provienne d'un hôte, ou qu'il soit acheminé par un périphérique intermédiaire, le périphérique a besoin d'une route pour savoir où l'acheminer. Un hôte doit transférer un paquet à l'hôte du réseau local ou à la passerelle, selon le cas. Pour acheminer les paquets, l'hôte doit disposer de routes représentant ses destinations. Un routeur prend une décision de transfert pour chaque paquet qui arrive à l'interface de passerelle. Ce processus de transfert est appelé routage. Pour transférer un paquet vers un réseau de destination, le routeur a besoin d'une route vers ce réseau. S'il n'existe aucune route vers un réseau de destination, le paquet ne peut pas être transféré. Le réseau de destination peut être éloigné de la passerelle par un certain nombre de routeurs ou de sauts. La route vers ce réseau n'indique que le routeur de tronçon suivant vers lequel le paquet doit être transféré et non le routeur final. Le processus de routage utilise une route pour mapper l'adresse du réseau de destination au tronçon suivant, puis transfère le paquet à cette adresse de tronçon suivant. Route, chemin vers un réseau. Une route pour les paquets pour les destinations distantes est ajoutée en utilisant l'adresse de passerelle par défaut comme tronçon suivant. Bien que ce ne soit pas habituel, des routes peuvent également être ajoutées manuellement à un hôte par le biais de configuration. Comme les périphériques finaux, les routeurs ajoutent également à leur table de routage des routes pour les réseaux connectés. Lorsqu'une interface de routeur est configurée avec une adresse IP et un masque de sous-réseau, elle devient partie intégrante de ce réseau. La table de routage inclut alors ce réseau comme connecté directement. Cependant, toutes les autres routes doivent être configurées ou acquises via un protocole de routage. Pour transférer un paquet, le routeur doit savoir où l'envoyer. Ces informations sont disponibles en tant que route dans une table de routage. La table de routage stocke des informations sur les réseaux connectés et distants. Les réseaux connectés sont reliés directement à une des interfaces de routeur. Ces interfaces sont les passerelles pour les autres situés sur des réseaux locaux différents. Les réseaux distants ne sont pas directement connectés au routeur. Les routes vers ces réseaux peuvent être configurées manuellement sur le routeur par l'administrateur réseau ou découvertes automatiquement à l'aide de protocoles de routage dynamique. Les routes d'une table de routage possèdent trois caractéristiques principales. Réseau de destination. Tronçon suivant. Métrique. Le routeur met en correspondance l'adresse de destination de l'entête de paquet avec le réseau de destination d'une route dans la table de routage et transfère le paquet au routeur de tronçon suivant spécifié par cette route. Si plusieurs routes sont possibles pour la même destination, la métrique est utilisée pour décider de la route qui apparaît dans la table de routage. Comme l'illustre la figure, la table de routage dans un routeur Cisco peut être examinée à l'aide de la commande show IP route. Remarque, le processus de routage et le rôle des métriques font l'objet d'un cours ultérieur dans lequel ils sont traités en détail. Comme vous le savez, les paquets ne peuvent pas être acheminés par le routeur sans route. Si une route représentant le réseau de destination ne figure pas dans la table de routage, le paquet est abandonné, non transféré. La route correspondant peut être une route connectée ou une route vers un réseau distant. Le routeur peut également utiliser une route par défaut pour transférer le paquet. La route par défaut est utilisée lorsque le réseau de destination n'est représenté par aucune autre route dans la table de routage. Table de routage d'hôte. Un hôte crée les routes utilisées pour transférer les paquets qu'il émet. Ces routes sont dérivées du réseau connecté et de la configuration de la passerelle par défaut. Les hôtes ajoutent automatiquement tous les réseaux connectés aux routes. Ces routes pour les réseaux locaux permettent d'acheminer les paquets aux hôtes connectés à ces réseaux. Les hôtes ont également besoin d'une table de routage locale pour s'assurer que les paquets de couche réseau sont dirigés vers le réseau de destination correct. Contrairement à la table de routage d'un routeur, qui contient à la fois des routes locales et distantes, la table locale de l'hôte contient généralement sa ou ses connexions directes au réseau et sa propre route par défaut vers la passerelle. La configuration de l'adresse de passerelle par défaut sur l'hôte crée la route par défaut locale. Comme l'illustre la figure, la table de routage d'un ordinateur hôte peut être examinée sur la ligne de commande en exécutant les commandes netstaller, route ou route1. Dans certains cas, vous pouvez indiquer des routes plus spécifiques à partir d'un hôte. Vous pouvez utiliser les options suivantes de la commande route pour modifier le contenu de la table de routage, route ADD, route de l'hôte, route change, réseau de destination. Entrée de table de routage.
Le réseau de destination indiqué dans une entrée de table de routage, appelée route, représente une plage d'adresse d'hôte, et parfois une plage d'adresse de réseau et d'hôte. La nature hiérarchique de l'adressage de couche 3 signifie qu'une entrée de route peut faire référence à un grand réseau global, et une autre à un sous-réseau de ce réseau. Lors du transfert d'un paquet, le routeur sélectionne la route la plus spécifique. La quatrième adresse, plus spécifique, serait utilisée. Cependant, pour une autre lettre avec un numéro de rue inconnu, la troisième option offrirait la meilleure correspondance d'adresse. De même, un paquet destiné au sous-réseau d'un réseau plus grand serait acheminé en utilisant la route vers le sous-réseau. Toutefois, un paquet adressé à un sous-réseau différent du même réseau plus grand serait acheminé à l'aide de l'entrée plus générale. Comme l'illustre la figure, si un paquet arrive à un routeur avec l'adresse de destination 10, 1, 1, 55, le routeur transfère le paquet à un routeur de tronçon suivant associé à une route vers le réseau 10, 1, 1, 0. Si aucune route vers 10, 1, 1, 0 ne figure dans le routage, mais qu'une route vers 10, 1, 0, 0 est disponible, le paquet est transféré au routeur de tronçon suivant pour ce réseau. Par conséquent, la préséance de sélection de route pour le paquet allant à 10, 1, 1, 55 serait 1, 10, 1, 1, 0, 2, 10, 1, 0, 0, 3, 10, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, route par défaut si elle est configurée. 5. Abandon. Route par défaut. Un routeur peut être configuré pour posséder une route par défaut. Il s'agit d'une route qui correspond à tous les réseaux de destination. Dans les réseaux IPv4, l'adresse 0, 0, 0, 0 est utilisée à cet effet. La route par défaut est utilisée pour transférer les paquets pour lesquels aucune entrée ne figure dans la table de routage pour le réseau de destination. Les paquets avec une adresse de réseau de destination, ne correspondant pas à une route plus spécifique dans la table de routage, sont transférés vers le routeur de tronçon suivant associé à la route par défaut. Tronçon suivant, où va le paquet ensuite? Le tronçon suivant est l'adresse du périphérique qui va ensuite traiter le paquet. Pour un hôte sur un réseau, l'adresse de la passerelle par défaut, interface de routeur, est le tronçon suivant pour tous les paquets destinés à un autre réseau. Dans la table de routage d'un routeur, chaque route répertorie un tronçon suivant pour chaque adresse de destination englobée par la route. À l'arrivée de chaque paquet sur un routeur, l'adresse de réseau de destination est examinée et comparée aux routes de la table de routage. Si une route correspondante est déterminée, l'adresse de tronçon suivant pour cette route est utilisée pour transférer le paquet vers sa destination. Le routeur transfère ensuite le paquet hors de l'interface à laquelle le routeur de tronçon suivant est connecté. Le routeur de tronçon suivant est la passerelle vers les réseaux situés au-delà de cette destination intermédiaire. Les réseaux directement connectés à un routeur n'ont pas d'adresse de tronçon suivant, car il n'y a aucun périphérique de couche 3 intermédiaire entre le routeur et ce réseau. Le routeur peut transférer des paquets directement, hors de l'interface sur ce réseau vers l'hôte de destination. Certaines routes peuvent avoir plusieurs tronçons suivants. Ceci indique la présence de plusieurs chemins vers le même réseau de destination. Il s'agit de routes parallèles, que le routeur peut utiliser pour transférer des paquets. Transfert de paquets, avancement du paquet vers sa destination. Le routage s'effectue paquet par paquet et saut par saut. Chaque paquet est traité de manière indépendante dans chaque routeur le long du chemin. À chaque saut, le routeur examine l'adresse IP de destination pour chaque paquet, puis vérifie les informations de transfert dans la table de routage. Le routeur peut effectuer 3 opérations avec le paquet. Le transférer au routeur de tronçon suivant. Le transférer à l'hôte de destination. L'abandonner. Examen du paquet. En tant que périphérique intermédiaire, un routeur traite le paquet au niveau de la couche réseau. Cependant, les paquets qui arrivent sur les interfaces d'un routeur sont encapsulés comme unité de données de protocole de couche liaison de données, couche 2. Comme l'illustre la figure, le routeur élimine d'abord l'encapsulation de couche 2 pour pouvoir examiner le paquet. Sélection du tronçon suivant. Dans le routeur, l'adresse de destination d'un en-tête de paquet est examinée. Si une route correspondante dans la table de routage montre que le réseau de destination est directement connecté au routeur, le paquet est transféré à l'interface à laquelle est connecté ce réseau.
Dans ce cas, il n'y a pas de tronçon suivant. Pour être placé sur le réseau connecté, le paquet doit être d'abord réencapsulé par le protocole de couche 2, puis transféré hors de l'interface. Si la route correspondant au réseau de destination du paquet correspond à un réseau distant, le paquet est transféré à l'interface indiquée, encapsulé par le protocole de couche 2, puis envoyé à l'adresse de tronçon suivant. Utilisation de la route par défaut. Comme l'illustre la figure, si la table de routage ne contient pas une entrée de route plus spécifique pour un paquet reçu, le paquet est transféré à l'interface indiquée par une route par défaut, le cas échéant. Sur cette interface, le paquet est encapsulé par le protocole de couche 2 et envoyé au routeur de tronçon suivant. La route par défaut porte également le nom de passerelle de dernier recours. Ce processus peut se produire un certain nombre de fois jusqu'à ce que le paquet atteigne son réseau de destination. Le routeur à chaque saut connaît uniquement l'adresse du tronçon suivant. Il ne connaît pas les détails du chemin d'accès à l'autre de destination distant. De plus, tous les paquets ayant la même destination ne sont pas transférés au même tronçon suivant de chaque routeur. Les routeurs le long du chemin peuvent découvrir de nouvelles routes en cours de communication et transférer des paquets ultérieurs à des tronçons suivants différents. Les routes par défaut sont importantes, car il est improbable que le routeur de passerelle ait une route vers chaque réseau possible sur Internet. Si le paquet est transféré en utilisant une route par défaut, il doit finir par arriver sur un routeur ayant une route spécifique vers le réseau de destination. Il peut s'agir du routeur auquel ce réseau est connecté. Dans ce cas, ce routeur transfère le paquet sur le réseau local vers l'autre de destination. À mesure qu'un paquet traverse les sauts du réseau, tous les routeurs exigent une route pour le transférer. Si, sur un routeur quelconque, aucune route pour le réseau de destination n'est trouvée dans la table de routage, et qu'il n'existe aucune route par défaut, ce paquet est abandonné. Le protocole IP ne comporte pas de disposition permettant de renvoyer un paquet au routeur précédent, si un routeur donné n'a nulle part où envoyer le paquet. Une telle fonction porterait atteinte à l'efficacité et la faible surcharge du protocole. D'autres protocoles sont utilisés pour signaler de telles erreurs. Protocole de routage, partage des routes. Le routage exige que chaque saut ou routeur, le long du chemin vers la destination d'un paquet dispose d'une route pour transférer le paquet. Sinon, le paquet est abandonné au niveau de ce saut. Chaque routeur d'un chemin n'a pas besoin d'une route vers tous les réseaux. Il a uniquement besoin de connaître le tronçon suivant sur le chemin vers le réseau de destination du paquet. La table de routage contient les informations qu'un routeur utilise dans ses décisions de transfert de paquets. Pour les décisions de routage, la table de routage doit représenter l'état le plus exact des chemins réseau auxquels le routeur peut accéder. Des informations de routage périmées signifient que les paquets risquent de ne pas être transférés au tronçon suivant le plus approprié, entraînant des retards ou une perte de paquets. Ces informations de route peuvent être configurées manuellement sur le routeur ou mémorisées de manière dynamique à partir d'autres routeurs du même réseau. Une fois les interfaces d'un routeur configurées et opérationnelles, le réseau associé à chaque interface est installé dans la table de routage en tant que route directement connectée. Au routage statique. Les routes vers des réseaux distants avec les tronçons suivants associés peuvent être configurées manuellement sur le routeur. On parle alors de routage statique. Une route par défaut peut également être configurée de manière statique. Si le routeur est connecté à un certain nombre d'autres routeurs, la structure d'interconnexion de réseau doit être connue. Pour s'assurer que les paquets sont acheminés pour utiliser les meilleurs tronçons suivants possibles, une route ou une route par défaut doit être configurée pour chaque réseau de destination connu. Les paquets étant transférés à chaque saut, chaque routeur doit être configuré avec des routes statiques vers les tronçons suivants reflétant son emplacement dans le réseau. De plus, si la structure du réseau change, ou que de nouveaux réseaux deviennent disponibles, ces modifications doivent être mises à jour manuellement sur chaque routeur. Si une mise à jour n'est pas effectuée de manière opportune, les informations de routage peuvent être incomplètes ou inexactes, entraînant des retards, voire la perte éventuelle de paquets. Au routage dynamique. Bien qu'il soit essentiel que tous les routeurs d'un réseau disposent d'une connaissance approfondie et à jour des routes, la mise à jour de la table de routage par configuration statique manuelle n'est pas toujours faisable. Des protocoles de routage dynamique sont par conséquent utilisés. Les protocoles de routage constituent l'ensemble de règles suivant lesquelles les routeurs partagent leurs informations de routage de manière dynamique.
À mesure que les routeurs prennent conscience de changements sur les réseaux pour lesquels ils servent de passerelle, ou de modification de liens entre les routeurs, ces informations sont transmises aux autres routeurs. Quand un routeur reçoit des informations sur des routes nouvelles ou modifiées, il met à jour sa propre table de routage et, à son tour, transmet ces informations aux autres routeurs. Tous les routeurs disposent ainsi de tables de routage exactes mises à jour de manière dynamique, et peuvent mémoriser des routes vers des réseaux distants avec une portée de nombreux sauts. La figure illustre un exemple de routeur partageant des routes. Les protocoles de routage courants sont le protocole RI, Routing Information Protocol. Le protocole IGRP, un ancêtre d'Interior Gateway Routing Protocol. Le protocole OSPF, Open Shortest Path First. Si les protocoles de routage fournissent aux routeurs des tables de routage actualisées, cela a un coût. Tout d'abord, l'échange d'informations de route ajoute une surcharge qui occupe la bande passante du réseau. Ceci peut poser problème, en particulier pour les liaisons à faible bande passante entre des routeurs. D'autre part, les informations de route qu'un routeur reçoit sont largement traitées par des protocoles, tels que l'IGRP et OSPF pour créer des entrées de tables de routage. Aussi, les routeurs employant ces protocoles doivent disposer d'une capacité de traitement suffisante à la fois pour implémenter les algorithmes du protocole, et pour effectuer un routage et un transfert opportun des paquets. Le routage statique ne génère aucune surcharge de réseau et place les entrées directement dans la table de routage, aucun traitement n'est requis de la part du routeur. Le coût du routage statique est administratif, la configuration et la mise à jour manuelle de la table de routage pour garantir un routage efficace. De nombreux réseaux utilisent une combinaison de routes statiques, dynamiques et par défaut pour fournir les routes requises. La configuration des protocoles de routage sur les routeurs fait partie intégrante du programme CCLA et est largement traitée dans un cours ultérieur. Résumé. Le protocole de couche réseau, couche 3 OSI, le plus important est le protocole IP, Internet Protocol. Ce cours utilise comme exemple le protocole de couche réseau IP version 4, IPv4. Le routage IP de couche 3 ne garantit pas un acheminement fiable et n'établit pas de connexion avant la transmission des données. Cette communication sans connexion est peu fiable et rapide et souple, mais les couches supérieures doivent fournir des mécanismes pour garantir la transmission des données si nécessaire. Le rôle de la couche réseau consiste à transporter les données, quel que soit leur type, d'un nœud à un autre. Les données sont encapsulées dans un paquet. L'entête de paquet comporte des champs comprenant son adresse de destination. L'adressage hiérarchique de couche réseau, avec des parties réseau et hôtes, facilite la division de réseau en sous-réseaux, et permet l'utilisation de l'adresse réseau pour le transfert de paquets vers la destination au lieu de chaque adresse d'hôte individuelle. Si l'adresse de destination ne se trouve pas sur le même réseau que l'hôte source, le paquet est transmis à la passerelle par défaut pour transfert au réseau de destination. La passerelle est une interface de routeur qui examine l'adresse de destination. Si le réseau de destination possède une entrée dans cette table de routage, le routeur transfère le paquet à un réseau connecté ou à la passerelle de tronçon suivant. S'il n'existe aucune entrée de routage, le routeur peut transférer le paquet vers une route par défaut ou l'abandonner. Les entrées de la table de routage peuvent être configurées manuellement sur chaque routeur pour fournir un routage statique, où les routeurs peuvent se communiquer des informations de route de manière dynamique à l'aide d'un protocole de routage.